Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est Thomas, et vous êtes sur Il était un jeu, bien entendu. Je suis sûr que vous vous posez la question, quel jeu je vais pouvoir me faire offrir, ou en tout cas offrir peut-être, pour jouer exclusivement à deux. Et bien ça tombe bien, bienvenue, vous êtes au bon endroit, parce que je vais vous proposer exclusivement des jeux à deux joueurs. Il y en a peut-être un qui peut se jouer à plusieurs, mais je vous le garantis, il est carrément mieux à deux. Mais sinon, ça sera que des jeux que pour deux, il y en a 6, mais 6 jeux favoris de 2022 que je peux que vous recommander pour les fêtes de fin d'année, et même pour plus tard, car il y en a plusieurs qui risquent de devenir des classiques. Eh bien, je vous laisse vous installer confortablement avec moi pour découvrir tout ça, et je vous dis à tout de suite, c'est parti! Le premier jeu dont on va parler, pas de classement, c'est juste une sélection de 6 jeux. Le premier jeu dont on va parler, eh bien vous savez quoi? Je le déteste. Voilà, c'est dit. C'est un jeu que je déteste. En tout cas, dans sa version classique, il est juste, hop là, juste ici. Peut-être que vous l'aurez deviné, il s'agit de Splendor. Mais là, je vais bien sûr vous parler de sa version duel qui vient juste de sortir, toujours édité chez Space Cowboy, de 2 joueurs à 2 joueurs, bien entendu. 30 minutes les parties à partir de 10 ans. Et cette version-là, je la kiffe, on la kiffe grave. Le gameplay est plus vicieux, plus vicelard, plus technique, plus tactique, plus varié aussi. Plusieurs conditions de victoire, ça c'est... Catala adore ça en ce moment parce que c'est toujours lui qui est derrière ce jeu, avec Marc-André. Comment ça se joue? Eh bien déjà, on a toujours les petits jetons de poker, mais cette fois-ci, ils sont plus à mettre juste dans une banque pour les récupérer, ils sont dans ce pochon. Et dans ce pochon, donc on va tous les disposer pour en tirer au hasard, et les positionner non pas dans une banque, mais sur un plateau de jeu. Ce plateau de jeu, le voici. Donc on va les positionner en commençant au milieu, et ainsi en escargot, jusqu'à la fin, on va positionner donc l'ensemble des jetons. Hop là, je l'ai mis à l'envers. Ici, on retrouve les conditions pour récupérer, ou en tout cas pour donner à son adversaire, des jetons, des pions de faveur. Les pions de faveur, c'est ceux-ci, ils sont plutôt bien faits, plutôt bien imprimés en 3D, et surtout, on va pouvoir se les piquer. Si on ne les utilise pas, eh bien, l'adversaire pourra nous le piquer si les 3 avaient déjà été distribués. À quoi ils vont servir? Ils vont nous permettre de récupérer sur le plateau n'importe lequel de ces jetons de notre choix, sauf de l'or. Qu'est-ce qui va se passer? À notre tour de jeu, on pourra soit récupérer des pierres. Ces pierres, on va pouvoir les récupérer où on veut sur le plateau. On pourra en récupérer 1, 2 ou 3 de manière orthogonale ou même de manière diagonale. Mais attention, car si on en récupère 3 de couleurs identiques, ou si on récupère les 2 perles qui sont les nouvelles ressources du jeu mais qui sont aussi les plus rares, il n'y en a que 2, eh bien on va donner à ce moment-là une faveur à l'adversaire. Donc attention quand même. Avec ces pierres-là, on va pouvoir, ça sera la deuxième action qu'on pourra faire à notre tour de jeu, eh bien acheter peut-être une carte de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, ou même peut-être aussi les souverains qui seraient tout en haut. Parce que cette fois-ci, il y a 3 conditions de victoire. Soit avoir 20 points au total sur l'ensemble de nos cartes, soit avoir 10 icônes de couronne sur notre terrain, ou alors d'avoir 10 points, mais dans une même et seule catégorie. Mais là où c'est fun aussi, c'est qu'il y a des cartes avec la possibilité de bonus. Notamment, par exemple, celle-ci, si on la récupère, bien sûr, j'aurai un joyau vert de manière indéfinie, avec 1 point, mais aussi, je vais pouvoir piquer, et ouais, piquer immédiatement un jeton de poker de mon adversaire. Ceci, c'est les couronnes, vous voyez. Et pour pouvoir l'acheter, eh bien, comme dans le Splendor de base, il me faudra pouvoir défausser, ou en tout cas posséder sur les cartes sinon, l'intégralité des joyaux que ça me demande. On a ces choses-là, avec ce bonus-là, qui nous permettra donc de positionner cette carte dans la couleur de notre choix, ce qui nous permettrait peut-être de finir, de compléter les 10 points de victoire sur une seule ligne. On aurait d'autres... Voilà, ceci, je pense que vous l'avez compris, le logo, c'est une faveur, on récupère une faveur, et s'il n'y en a plus, on le récupère à notre adversaire, on lui pique sous son nez, et voilà, il y a pas mal de petits bonus comme ceci, et ça, c'est plutôt sympa, ça met quand même pas mal de renouveau, de gameplay, c'est plus varié, c'est quand même vachement mieux, quoi. Et ceci, hop là,
le dernier bonus, celui-ci, ça nous permettrait, comme avec une faveur, c'est de récupérer immédiatement un jeton de notre choix dans le plateau. Voilà. Sachant que si on ne veut pas jouer ou qu'on ne peut plus jouer, on va prendre l'intégralité des joyaux qu'il y a à l'intérieur et le repositionner comme ça en escargot sur le terrain. C'est toutes les sensations de Splendor en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus moderne. C'est plus varié, comme je vous le disais. C'est tout aussi joli, même si, bon, ça laisse un peu de marbre. Ça reste quand même un jeu très abstrait. Hein. Les illustrations, on n'y fait pas forcément gaffe. C'est un véritable jeu de programmation et d'anticipation, en tout cas. Et là où on prendra du plaisir, c'est quand les deux joueurs sont au niveau peut-être un petit peu équivalent et on arrive à voir clair dans le jeu adverse pour peut-être réserver, en dépensant un jeton d'or, en permettant de réserver une carte, soit pour sa propre stratégie, mais aussi, et surtout, hein, on va pas se le cacher, pour pouvoir détourner un petit peu le jeu adverse et lui piquer la carte sous son nez. Donc, Splendor Duel, c'est une excellente pioche. Si vous aimez Splendor, vous adorerez cette version Duel. Si vous n'aimez pas Splendor, comme moi, vous allez adorer aussi cette version Duel. Bon, je vous avoue qu'on commence un petit peu fort, on va redescendre un petit peu, quoique, hein, les 6 jeux que je vous présente, ils sont quand même tous aussi excellents les uns que les autres. Je vais vous parler d'un jeu qu'on a découvert cet automne, ce début d'automne, et qui a cartonné, tout le monde en a parlé, bien sûr le passe-temps en a parlé, je vous en ai proposé une vidéo dédiée, il y a eu une rupture de stock très très vite, c'était District Noir, un jeu exclusivement là aussi, hein, à 2 joueurs à partir de 10 ans pour 15 minutes les parties. Que des cartes, format tarot, et c'est tout. Mini-jeu, on va dire, dans son gameplay, et pourtant en tactique, mon Dieu, que c'est vicieux, que c'est juste, en fait. C'est juste trop bien. Vous jetez le token pour savoir si blanc ou noir, qui c'est qui va commencer. On révèle les 2 premières cartes de la pioche, et c'est parti. On en distribue quelques-unes en main et vous aurez le choix soit de positionner une carte à la suite de la ligne, soit, si vous le souhaitez, à tout moment, mais juste une fois par manche, et il y aura 4 manches au total, c'est de récupérer au plus plutôt, les 5 cartes, les 5 dernières cartes de la ligne. C'est-à-dire que s'il y avait toutes ces cartes-là qui seraient positionnées, je dois récupérer toutes celles-ci. Faire donc des collections de 8, voilà, des collections de cartes, prendre des malus, prendre des bonus et peut-être aussi positionner, comme je vous disais, les cartes villes dans mon jeu. À la fin, celui qui va gagner, c'est celui, bien sûr, qui aura le plus de points. Comment on calcule les points? On gagne des points selon les collections qu'on aurait faites, c'est-à-dire si j'ai une carte 5, une carte 6, une carte 7, une carte 8, boum, ça me fait marquer des points. Si j'ai de deuxième ligne avec les 4 numéros, boum, alors je marque à nouveau des points. Ça, c'est plutôt facile. Ensuite, si je suis le majoritaire parmi les 2 joueurs dans le 5, je gagne 5 points. Si je suis majoritaire dans les 6, bien je marque 6 points, etc. Mais c'est là aussi qu'on va peut-être pouvoir jouer avec les égalités. Et la condition de victoire finale plutôt immédiate, c'est si je récupère, encore une fois je me plante quand je le dis, mais si j'arrive à positionner dans mon jeu les 3 cartes, eh bien je gagne la partie. Et croyez-moi, c'est pas si facile que ça, parce que si je l'ai dans ma main, et que je la pose, parce que je ne pourrais pas la poser directement dans mon jeu, je dois la poser sur la ligne, l'adversaire va la voir, peut-être la récupérer ou pas, ou la me laisser, etc. Si j'en pose une deuxième, là ça va être trop visible. Donc c'est ça, le jeu, c'est tactique et initiative et prise de risque aussi, mais surtout incitation à faire des erreurs. L'adversaire, on va le forcer à faire des bêtises, à le forcer à prendre des choses peut-être qui pourraient l'avantager pour ne pas dévoiler trop facilement notre jeu et ainsi pouvoir récupérer derrière toutes les cartes qu'on positionnerait, parce que l'action de récupérer les 5 cartes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne pourra la réaliser qu'une seule fois par manche. Donc si on le fait un petit peu trop tôt dans la partie, eh bien ça sera fichu. District Noir, c'est un jeu au matériel minimaliste, mais aux sensations de jeu qui sont immenses, au plaisir de jeu immédiat et à la tactique qui est quand même assez folle. Petit prix, grande sensation, c'est un des jeux de l'année. District Noir à 2, ça tourne excessivement bien. Allez, on passe à un petit jeu, c'est le plus petit, je pense, de toute ma ludothèque. En termes de format, ils ont sorti un truc tellement petit pour peut-être minimiser le prix aussi des matières premières, parce que ça a augmenté. Ce jeu, il peut se jouer à plusieurs, mais c'est dans sa version 2 joueurs que je le préfère et auquel j'y joue exclusivement, notamment sur BGA.
c'est Sea Salt and Paper. C'est Bombix qui édite ça, donc c'est de 2 à 4 joueurs, c'est quoi, c'est un quart d'heure, 30 minutes quand même les parties, à partir de 8 ans. Sea Salt and Paper, donc tout est fait en origami, donc les illustrations ça plaît pas, au début j'y accordais pas tellement d'importance, et finalement ça marche excessivement bien là aussi. J'ai acheté mon exemplaire ASN pour me le faire dédicacer, vous l'aurez reconnu, un certain Bruno Catala et un joli Théo Rivière en mode sirène sexy tout en bas. Si vous passez par là, je vous fais des bisous. Comment ça va se jouer? Eh bien, on a rien du tout en main, et par contre il va y avoir une pioche. Cette pioche, on va révéler les 2 premières cartes qui vont former 2 sortes de défausses. À chaque tour, on pourra choisir soit de récupérer 2 cartes de la pioche, les regarder, en prendre une et positionner l'autre sur une des 2 pioches face visible, donc l'autre, l'adversaire pourra la regarder, soit de récupérer une carte des 2 défausses. Voilà. Donc soit je récupère au petit bonheur la chance une carte qui m'intéresserait, soit il y a une carte qui vraiment m'intéresse dans une des 2 défausses et je la récupère aussitôt. Donc ça donnerait peut-être aussi une indication à l'adversaire sur les collections que je serai en train de faire. Parce que c'est un jeu, oui, de collection. C'est-à-dire que si je récupère certaines cartes, ça va me donner des points. Le but, c'est d'arriver à 7 points de victoire, en tout cas 7 points au total sur mes cartes, et quand j'arrive à 7 points, à ce tour-là, je peux décider, mais je ne suis pas obligé de mettre fin à la partie. Soit je mets fin à la partie immédiatement, et auquel cas je compte mes points, donc 7, 8, 9, en fonction de ce que j'aurai, et les adversaires, moi ici à 2, je vais parler comme si on jouait à 2, mais l'adversaire aussi va compter les points qu'il avait en main. Soit on peut dire, hey, je pense que je vais vraiment t'éclater cette manche-là. Donc je vais dire, je mets fin à la manche, on révèle toutes ces cartes. Par exemple, ça me fait, je sais pas, 7 points. Et si l'adversaire ne fait pas 7 points, je vais marquer ces 7 points-là, plus 1 point par ma collection de couleurs la plus grande. Voilà. Donc il y a aussi un petit peu de bluff et de stratégie. Un petit peu. Mais il y a surtout beaucoup de hasard dans ce jeu, et c'est ça qui finalement plaît aussi. Et c'est pour ça qu'à 2 joueurs, je le trouve beaucoup plus fin, parce qu'on sait les cartes qu'on va laisser à l'adversaire, on sait exactement parfois ce qu'il a, alors qu'à 3-4, on s'y perd assez rapidement. Surtout quand vous aurez les cartes en main, vous serez en train de calculer les points. Si vous insistez, l'adversaire qui connaît peut-être bien le jeu aussi, il va savoir que vous avez telle ou telle collection. Parce qu'il y a des cartes qui nécessitent d'avoir plusieurs cartes en main pour marquer des points. C'est le cas par exemple des coquillages. Plus j'en ai, plus je marque 2 points. Mais ça sera aussi le cas des poulpes. Je ne sais pas si je peux vous en trouver un rapidement. 5 minutes later. Plus j'en aurai, au début si j'en ai qu'un j'ai 0, et plus j'en ai, je marquerai des points. Si j'arrive à avoir dans ma main un requin, mais aussi un nageur, je vais le bouffer et ça me donnera 1 point pour cette paire-là. C'est ce qui a marqué là. C'est pas la carte uniquement unique et seule qui marquera le point, mais c'est vraiment si j'arrive à faire le couple. Et ça me permettra, c'est son action, de voler une carte à l'adversaire. Donc il y a aussi ces choses-là. Si je récupère des bateaux et que j'en ai 2, c'est la même chose, et bien je vais pouvoir marquer 1 point, mais cette fois-ci, je vais pouvoir rejouer un tour de jeu. Si j'ai des poissons en double, eh bien je vais pouvoir récupérer la première carte de la pioche. Si ce sont des crabes, je vais pouvoir récupérer une carte de mon choix, d'une des 2 défausses. Voilà. C'est tout ça, Sea Salt and Paper, mais aussi, comme on reconnaît la patte de Catala là, et de Monsieur Rivière derrière, c'est qu'il y a bien sûr une condition de fin de victoire immédiate. Et elle n'est pas facile à faire, je l'ai fait qu'une fois en presque 200 parties, c'est de récupérer les 4 sirènes. Ces sirènes, elles vont nous faire marquer des points selon la plus grande collection de couleurs, c'est-à-dire que si j'ai 3 cartes jaunes dans mon jeu, elles ne marqueraient pas de points individuellement, sauf si je mettais fin à la partie avec ce coup de dernière chance. Et voilà. Mais si j'ai une sirène, et cette sirène me ferait marquer 3 points, et ça compterait dans mon total de jeu pour mettre fin à cette partie. Voilà. C'est super joli, c'est super petit, ça tourne excessivement bien. Je trouve que la version carte comme ça physique, ça a son petit... C'est sympa. Moi j'ai joué quasi exclusivement, je dirais que 95% de mes parties, je les ai faites sur BGA. Mais de le ressortir pour les fêtes de fin d'année, ça marche très très bien. Et ça coûte 12 euros, ça, je crois que vous pouvez le trouver partout. Petit format. Beaucoup de hasard, c'est ça aussi qui plaît dans ce genre de jeu. Si vous aimez la totale maîtrise et beaucoup de stratégie dans votre jeu, passez votre chemin. C'est un jeu de bluff, c'est un jeu où on devra peut-être attendre pour mettre fin à la partie, mais si on sent le vent tourner, c'est de mettre fin à la partie immédiatement, en tout cas tant qu'on peut. Si on sent que ça file du mauvais coton, peut-être que je vais faire que des couleurs, parce que si l'adversaire
met fin à la partie et qu'il me laisse une ultime chance de marquer des points et que je perds, eh bien je vais marquer des points selon la couleur. Donc on peut essayer de minimiser les dégâts aussi. Donc voilà, Sea Salt and Paper, il a fait grandement parler et on comprend pourquoi. On continue avec les jeux minimalistes. Là aussi, c'est un jeu de cartes. Et je crois que... Non, après, il y a d'autres choses que des jeux de cartes. C'est Bestioles en guerre. Je vous en ai parlé dans mes sélections mensuelles il y a quelques mois. C'est Lucky Duck qui propose ça. C'est que pour 2 joueurs. C'est un jeu de guerre, un jeu tactique et un jeu de bluff aussi. À partir de 10 ans pour 20 minutes les parties. C'est un jeu qui sort un petit peu du lot parce que c'est un jeu où il faut savoir gagner, bien sûr, mais c'est un jeu aussi où il faut savoir perdre, avec toute l'humilité qu'on peut avoir, parce que si on hisse le drapeau blanc en disant c'est bon, j'abandonne, car plus on abandonnera tôt, et moins l'adversaire marquera de points. Si on tente vraiment le conflit jusqu'au bout de la manche et que finalement on perd, ben là il maximisera ses points. C'est ça qui fait, je trouve, tout le grain de sel de ce jeu. Au début de la partie, on va positionner des cartes selon les terrains. Il y a 3 terrains, l'air, la mer et les airs. Hop là, je ne sais pas si je vais pouvoir les retrouver. Et voilà, elles sont juste ici. On va les positionner au hasard. On les mélange et on les positionne au hasard les unes à côté des autres. Ça va être super important. Hop là, elle est à l'envers. Parce que ça va définir un petit peu les terrains et les mentions d'adjacence. Parce qu'il y a des cartes qu'on va devoir jouer dans les terrains. Et souvent, il va y avoir mention de plus 1 à l'adjacent, moins 1 à l'adjacent, etc. Ou retourner un adjacent. Ça, il va falloir bien comprendre ceci. Et à chaque fois, à chaque manche, on va remettre une carte de la dernière position à la première position, ce qui va renouveler le jeu. On a certaines cartes en main, elles ne seront pas toutes là, et on va pouvoir choisir soit de jouer une carte pour sa valeur dans le terrain de prédilection, c'est-à-dire par exemple celle-ci c'est un 3, je pourrais la jouer exclusivement face visible sur l'air, donc je pourrais la mettre en dessous, hop là, comme ceci, voilà. L'adversaire va le voir et je vais pouvoir réaliser l'action qui est en dessous. C'est-à-dire là par exemple, retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Voilà. C'est-à-dire que s'il y avait une carte qui n'était pas recouverte, qui était juste à côté, hop là, je peux la retourner. Et vous voyez que quand je la retourne, elle est neutre, mais elle vaut 2 points. Le but du jeu, c'est d'être le majoritaire à la fin de du positionnement de l'ensemble des cartes, d'être le majoritaire sur au moins 2 terrains de combat sur 3. Donc c'est là tout l'intérêt. Le 6, c'est peut-être la carte la plus puissante, mais si l'adversaire réussit à me la retourner, ça marquera plus que 2 points. Et s'il me fait ça au dernier tour, eh bien je peux avoir vachement les boules. C'est tout ça. Toutes les cartes ont un effet unique, non pas par le chiffre qu'elles représentent, mais aussi par la catégorie. Le 5 bleu n'a pas la même fonction que le 5 vert. C'est ça qui est assez fou dans ce jeu. Et quand on sent que sa main est pourrie ou que l'adversaire a un jeu beaucoup trop fort, eh bien il faut savoir mettre fin à la partie. Et c'est ce qui a marqué sur les cartes d'aide de jeu. On va distribuer les cartes premier joueur et deuxième joueur. Après on va les inverser bien évidemment. Et ça va nous dire combien de points on marque si on gagne, combien de points on marque si... Enfin, l'autre marque si on perd aussi. Voilà. C'est un jeu qui plaira peut-être pas tout le monde. La direction artistique, elle est assez particulière. C'est les cochons versus les souris. C'est vrai qu'on y fait vite abstraction. Mais moi, ça me fait marrer, hein, en fait. Hein. Ça me fait marrer, les bestioles en guerre. Et je crois, je l'ai vu à Essen, c'était en anglais. J'ai pas prêté plus attention que ça, malheureusement. J'ai pas eu le temps. Mais il y a une autre boîte qui devrait sortir prochainement, en tout cas j'espère, toujours chez Lucky Duck. Allez, encore 2 jeux à découvrir si vous le voulez bien. C'est pas moi qui l'ai, c'est mon voisin qui me l'a prêté. On y a joué, c'est trop cool. C'est super brain, c'est super intelligent, c'est Elton Palace. La direction artistique, elle est folle. En fait, on est un gérant d'hôtel qui va devoir accueillir des monstres tous plus déglingués les uns que les autres, qui vont essayer de foutre le bazar dans notre hôtel. Le but, ça sera d'essayer de les satisfaire, mais on va faire ce qu'on peut, en tout cas, et de faire en sorte que notre hôtel résiste à la pagaille générale, qu'il soit ni détruit, ni qu'il y ait trop de pagaille et trop de clients insatisfaits, en tout cas, que l'adversaire, parce que ça se joue uniquement à 2, à partir de 10 ans, 45 minutes les parties. Faut quand même réfléchir, c'est pas le petit jeu qu'on sort comme le jeu de cartes que j'ai pu vous proposer tout à l'heure. Le jeu, on a un plateau chacun avec 3 étages, enfin 3 lignes de 3 chambres d'hôtel. On a un petit jeton de maître d'hôtel. Et au début de notre tour, on va devoir sélectionner
une carte, celle que l'on veut, et à positionner sur l'étage de référence. C'est-à-dire les cartes du bas, ça sera en bas, les cartes du haut, ça sera en haut, et les cartes du milieu, on pourrait les positionner qu'au milieu. Sauf si l'adversaire a payé des grooms, ce sont des personnages annexes, pour inciter nos choix, nous obliger à sélectionner dans cette ligne-là, ou ça pourrait nous aider pour soutenir les piliers, satisfaire un client insatisfait, c'est des bonus, mais qui demanderont de dépenser de l'argent. Donc la première chose que je fais, je récupère un personnage, je le mets dans un lieu et ensuite, eh bien, je vais prendre mon maître d'hôtel et sonner à toutes les portes. Est-ce que je décide de le satisfaire, ce qui me demandera souvent de payer des coûts? Eh bien tant mieux, il sera satisfait et là on va réaliser l'action qui lui aura marqué dessus. Ça sera peut-être d'énerver toute la colonne, ça sera d'énerver toute la ligne. Ça dépendra, ça sera de détruire un pilier, et si l'étage, toute la colonne, elle est plus soutenue par des piliers, ben ça s'effondre et on perd la partie. Il faut résister, c'est très calculatoire, il faut savoir qui satisfaire, qui ne pas satisfaire, quels sont les risques que je peux prendre pour ne pas faire en sorte qu'il y ait un client qui soit insatisfait 2 fois d'affilée. Parce que si c'est le cas, on se prend un jeton de malus, si on en accumule 3, c'est là aussi, c'est une condition de fin de partie, on perdrait la partie. C'est un jeu, il faut vraiment réfléchir. On fait la tournée des chambres, on va servir des clients. Prêtez attention si vous l'avez entre les mains ou si vous voulez le voir, mais prêtez attention vraiment à la direction artistique, elle est juste folle. Les noms des personnages, c'est juste des dingues. C'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est peut-être, hein, le jeu de joueurs le plus technique auquel j'ai joué. Celui que je pense posséder parce que je trouve vraiment très bon. Je vais me l'acheter tout bientôt. C'est si vous voulez du challenge et passer un bon moment et de prise de tête, Elton Palace, peut-être, commandez-le, demandez au Papa Noël de vous le mettre au pied du sapin. Et on finit tout en délicatesse, on quitte les monstres dégueulasses pour un peu de zen et d'enthousiasme dans un spin-off du jeu Tokaido. Je vous ai proposé Namiji tout récemment, qui est la version XXL et la version remaniée de Tokaido. Ici, on parle bien sûr de sa version duo qui revient sur tout le jeu, qui va ramener des sensations différentes et je lui préfère largement cette version-là. On a un petit plateau central avec différentes façons de déplacer nos 3 personnages. Il y a un marchand, un pèlerin et un peintre. Le peintre pourra se déplacer à l'intérieur des zones, le marchand selon les lignes qu'il y a au milieu, et l'itinérant, le pèlerin, lui, pourra se déplacer tout autour comme dans le jeu original, sauf qu'on pouvait se déplacer que d'une ligne. Voilà. Comment on va pouvoir déplacer ces personnages? Eh bien, le joueur actif va lancer les 3 dés qu'il y a, un dé pour chaque personnage, en choisir un, le déplacer, faire son action, laisser à l'adversaire le choix entre les 2 dés qui restent, il en choisit un, il fait son action avec son propre personnage, et je récupère le 3e, et je pourrai donc faire 2 actions en tant que joueur actif. Le joueur passif n'en fera qu'une. On lui passe les 3 dés et cette fois-ci c'est lui qui va pouvoir faire pour la deuxième manche 2 actions et moi qu'une. Le jeu se joue comme ça. Le jeu va demander d'accumuler des ressources, va demander de peindre des peintures, va nous demander de vendre aussi des ressources, va nous demander de réaliser des jardins zen, etc. Parce que vous le voyez tout en bas, il y a 3 petites plaquettes pour chacun des personnages. Et bien ce sont des plaquettes qui sont à disposition pour le scoring de chacun des personnages. Ainsi, le pèlerin nous fera marquer des points en fin de partie en fonction des jetons rouges, plus de fois où je me serai déplacé sur des cases rouges et que je multiplierai par le nombre de cases vertes que j'aurai réussi à accumuler. À la fin du jeu, on fera ce calcul-là et ça nous donnera des points. Le côté marchand, ça sera selon le groupe de pièces, de 10 pièces qu'on aura réussi à échanger contre une amulette. Pour avoir ces pièces, il faudra que j'accumule et que j'aille chercher, en fonction de la position de mon marchand, de piocher selon le chiffre qu'il aurait marqué sur l'endroit où je me destinerai dans un pochon. Je récupère des ressources, je les mets sur mon plateau, je ne peux pas en accumuler de manière indéfinie, et ensuite je vais devoir les vendre au meilleur prix en essayant de me déplacer sur le marché qui serait le plus offrant, on va dire. Et donc si j'arrive à avoir plein d'amulettes, eh bien, je marquerai d'autant plus de points. Et le peintre, à chaque fois qu'on va se déplacer dans une zone, on va regarder le nombre de personnages qu'il y a autour de cette zone-là. Ça nous permettra de retourner et de voir les peintures, en tout cas l'endroit qu'on souhaiterait
peindre dans l'ordre défini par le placement aléatoire des jetons en début de partie. Et ensuite, je vais tenter de me déplacer sur les endroits bien donnés, un par un, pour pouvoir peindre la partie adéquate et ainsi révéler toujours plus de points. Le jeu prendra fin quand une des 3 conditions de fin de partie, c'est-à-dire si j'ai complété l'une de ces 3 plaquettes, eh bien le jeu prend fin et on calcule tous les deux le score final de nos 3 plaquettes. Celui qui a marqué le plus de points gagne la partie. Il y a bien sûr le petit côté twist et interaction qui existe aussi, déjà avec les dés qu'on va sélectionner, mais aussi par les bonus qui seront là en début de partie, qu'on pourra mettre sur nos 3 itinérants, mais aussi qu'on pourra piquer à l'adversaire et qui nous donneront peut-être plus de possibilités de stocker des objets, des marchandises. Peut-être de faciliter notre peinture, non plus en s'arrêtant dessus, mais juste en y passant sur le chemin. Peut-être d'accumuler davantage de choses, etc. Ça, je vous laisserai voir. C'est trop bien, c'est ultra familial, méga accessible, super beau, c'est vraiment pas cher. Funforge nous a édité ça, bien sûr que c'est que pour 2 joueurs, il n'y a pas marqué l'âge sur la boîte, peut-être dessous, hop là, non toujours pas, je la vois pas. C'est toujours épuré, la boîte fait office même d'œuvre d'art d'une certaine façon, et voilà, j'ai vachement aimé ce jeu, tout le monde l'aime autour de nous aussi, c'est tellement zen, tellement épuré aussi, et pourtant il y a une petite profondeur de jeu, c'est facile d'y jouer, on y joue voilà, en 30 minutes, c'est assez fluide comme jeu, et c'est pour ça que je peux que le vous recommander, que vous ayez aimé Tokaido ou pas, celui-là change comme la donne, hein. Autant Splendor, je l'ai détesté, vraiment j'aime pas, c'est trop plat pour moi, je comprends que c'était un classique, mais c'était trop plat en termes de gameplay aujourd'hui, hein. Peut-être qu'à 10 ans je l'aurais apprécié. Tokaido aussi, c'est assez plat, hein, c'est assez monotone. Ici, le gameplay est diversifié, plus de choses à faire, etc. Donc c'est plus moderne et plus dans l'air du temps, mais tout aussi accessible. Et bien voilà les amis, j'espère que ma sélection de jeux uniquement pour 2, vous me permettrez quand même de parler de Sea Salt and Paper dans cette version A2 aussi, et j'espère que cette sélection de 6 jeux vous aura plu. Voilà, c'est vraiment les jeux A2 que j'ai préférés cette année, et j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à partager ça et à me dire aussi dans les commentaires, eh bien s'il y a d'autres jeux que vous avez appréciés à 2, et peut-être que j'aurais oublié dans la sélection, peut-être que je n'ai pas joué, et savoir si je dois y jeter un œil, ou en tout cas si je dois y porter un intérêt certain pour peut-être aussi vous le proposer, en tout cas le proposer au plus grand nombre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, les likes, les commentaires, partagez-moi ça, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à déclencher la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, parce que oui, il y en a d'autres. Il y a d'autres sélections qui vont arriver très prochainement, petit à petit, par rapport à d'autres catégories de jeux. Je vous le dis, il y a mes jeux d'enquête favoris de cette année, et il y a des surprises. Il y a les jeux les plus beaux que j'ai pu avoir cette année, il y a aussi les jeux les plus surprenants d'une certaine façon, les jeux à cocher que j'ai préférés, et je vais essayer aussi de mettre les jeux qui m'ont déçu aussi, les 5 jeux qui m'ont déçu, j'ai fait une petite sélection de ça, je pense que ça peut peut-être vous intéresser aussi. Et sur ce, je vous laisse avec le catalogue du vidéo, c'est là, c'est fait expressément pour vous, pour profiter des dernières vidéos que je vous ai proposées sur la chaîne, peut-être que ça vous donnera d'autres envies, d'autres perspectives ludiques, et moi je vous dis à très vite sur Il était un jeu, profitez bien de ces fêtes de fin d'année en famille et entre amis, et surtout, prenez soin de vous, mais jouez bien aussi. Allez, ciao les amis!